Le gouvernement, quand il parle de nationalisation, il ment à quel moment ? Au moment où il le propose ou au moment où il dit que c'est seulement dans certaines circonstances? Alors, justement... Le gouvernement, il ment quand il dit qu'il y a un repreneur ou quand il dit qu'il n'y en avait aucun de sérieux? Parce que tout ça, c'est une équipe. On ne peut pas prendre Montebourg comme tête à claque et ménager le brave monsieur Hérault, qui est quand même le tireur de ficelle de toute cette histoire. Et je termine en demandant, qu'est-ce que c'est que cette situation? S'il s'agit de négocier un accord avec le patron, c'est au syndicat de le négocier, c'est pas au gouvernement. Samedi matin, lorsqu'il entre à l'Élysée pour s'entretenir avec François Hollande, Arnaud Montebourg est furieux. La veille au soir, sans prévenir personne, même pas lui, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé un compromis avec Mittal sur Florange. Mais surtout, devant les caméras, il a dénigré son projet de nationalisation temporaire. À part Mittal, qui s'en sort très bien et qui, à mon sens, ne tiendra pas ses engagements de toute façon. Tout le monde perd. Évidemment, les salariés d'ArcelorMittal en France. Évidemment, le ministre du redressement productif qui, quand même, je pense, mettra un certain temps à se remettre de ce camouflet public hyper violent. Le Premier ministre également, parce qu'il est quand même affaibli dans cette affaire. Il a songé à démissionner, il le dit ce matin très nettement dans Libération. Regardez la phrase d'Arnaud Montebourg. Je lui ai dit au président que si rien n'était fait sur la question de la nationalisation, je ne resterai pas au gouvernement. C'est très rare qu'un ministre mette ainsi son désaccord sur la place publique, qu'il dise « j'ai failli démissionner, mais finalement je reste ». Et pour comprendre l'attitude d'Arnaud Montebourg, cette forme d'aveu, il faut mettre en scène le conflit, c'est quand même assez curieux, qu'il oppose au Premier ministre. Ce samedi matin, lorsqu'il sort du bureau du président, Arnaud Montebourg songe encore à la démission. C'est un coup de fil de Jean-Marc Ayrault qui va le faire changer d'avis. L'échange téléphonique entre les deux hommes est, paraît-il, viril. Mais en début d'après-midi, Matignon se fend un communiqué. Il salue la mobilisation du ministre sur le dossier Florange. Cerise sur le gâteau, l'Élysée l'autorise à tacler le Premier ministre le soir même au journal de 20h. La nationalisation temporaire reste sur la table, affirme-t-il sur TF1. L'accord qui aurait été signé entre le gouvernement et Mittal, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Et j'apprends ce soir qu'il est prévu que la chauffe des hauts fourneaux que nous avons réussi à maintenir serait arrêtée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc si c'est le cas, pour nous, c'est un casus belli. Ça veut dire que si on arrête la chauffe des hauts fourneaux, les hauts fourneaux sont définitivement morts. J'ai appelé le gouvernement hier soir pour qu'on me dise que les hauts fourneaux ne seraient pas coupés comme il y avait la crainte à Florange cette semaine. Ils ne seront pas coupés cette semaine. On vous en a donné la garantie. Tout à fait. Regardez, monsieur Hollande, j'ai laissé allumer le ch'ti au fourneau. Ah, merci, monsieur Mittal. C'est pour combien de temps? Oh, juste le temps d'y cramer tes propositions, du con. Oh, il m'a bévenu, hein. En réalité, c'est une capitulation et les travailleurs d'ailleurs et les syndicats de Florange sont les premiers à dire que c'est une trahison, une haute trahison de l'État parce qu'effectivement, ce gouvernement s'était engagé à autre chose. Il n'y aura pas de plan social. Deuxièmement, il y aura des investissements sur le site. Troisièmement, il y a cette volonté de porter le projet Ulcos sur la table de la Commission européenne avec la perspective à ce moment-là de pouvoir travailler sur le site de Florange avec un vrai projet industriel sur cette filière. Ça fait 2 jours qu'on nous vend le projet d'acier vert Ulcos comme l'incroyable nouvel espoir pour les sidérurgistes de Florange. Alors primo, c'est un processus qui ne date pas d'hier, ça date pas de vendredi, mais de 2004. Deuxièmement, c'est un projet de recherche. C'est de la recherche pour l'instant et rien de plus. Tertio, Bruxelles n'a pas encore confirmé qu'il allait mettre les 150 millions d'euros espérés dans le financement de ce projet. On aura la réponse le 20 décembre. Enfin, les 180 millions d'euros annoncés par Mittal, ça ne concerne pas ce projet de captage de CO2 Ulcos, mais uniquement la partie aval du site, qui est la partie qui transforme l'acier, notamment en acier plat. Concernant Ulcos, ArcelorMittal s'est juste engagé à étudier le dossier. Et selon Guy Dolé, l'ancien PDG d'Arcelor avant l'OPA de Mittal, faire croire qu'Ulcos va sauver les hauts fourneaux lorrains est tout simplement une tromperie. Ce soir, un journal exceptionnel, puisque nous verrons Arnaud Montebourg manger sa lettre de démission. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Police nationale, j'aurais voulu parler à monsieur Hulot. Ah, c'est monsieur Hulot, je pense. Peu importe. Je lui demande de bien vouloir déplacer sa montgolfière. Elle est en double fil, toute la rue est bloquée. Mais comment vous savez que c'est la sienne? Bah, c'est soit la sienne, soit celle à Yann Arthus Bertrand, là, le moustachu, il est en voyage, alors. Ah,
On le dira alors. Hein. Malvoyants, sourds, greffés, pour la Journée internationale des personnes handicapées, tous ont décidé de se faire entendre. Les finances publiques dans le rouge, les aides aux personnes handicapées ont été réduites, des instituts fermés et l'accès aux médicaments rendu plus cher. Ceux-là ont déposé leurs prothèses devant le Parlement, la traduction de leur sentiment d'abandon par l'État. Puis au Japon, le bilan de l'effondrement partiel d'un tunnel autoroutier, ce bilan s'est aggravé. Oui, ce bilan s'est aggravé, au moins 9 morts dans l'effondrement. Des pans de béton de la voûte sont tombés sur les voies. Cette autoroute est l'une des plus fréquentées au Japon. Pas de doute, l'hiver est arrivé aussi en Chine. Ici, dans le nord-ouest du pays, c'est en tempête que les premières neiges sont tombées. Près de 200 véhicules piégés par cet épais blizzard ont été abandonnés sur le bord de la route. Même paysage glacé de l'autre côté du pays où les températures oscillent déjà entre moins 17 et moins 20 degrés. Des premières neiges qui ont poussé les autorités à fermer l'aéroport et plus de 20 voies express. L'alerte rouge, le plus haut niveau pour les tempêtes de neige, a été déclenchée. Merci PPD et merci Yves Lecoq et Daniel Herzog. On se retrouve dans quelques minutes avec les Guignols et la météo. A tout de suite. Pendant ce temps, je vais aller déplacer ma montgolfière.